Bonjour à tous. Donc Émilie Alberola, chef du pôle marché du carbone et des énergies chez CDC Climat Recherche. Florent Journet-Queneau, je travaille chez Total, dans la direction du développement durable et de l'environnement, et je m'occupe des sujets climat, énergie et émissions de gaz à effet de serre en particulier. Du coup, en fait, j'ai l'impression que je ne me suis pas présentée. Je suis Cécile Goubet, donc je travaille au ministère de l'écologie et à la direction générale énergie-climat, plus particulièrement au bureau des marchés carbone. Et je suis plus spécifiquement en charge de toute la négociation et de la mise en œuvre de la directive ETS. Bonjour à tous, je suis Philippe Chauveau, je travaille chez Solvay, où j'ai en charge la politique changement climatique. Ça, c'est mon côté lobbying. Je m'occupe aussi d'affaires commerciales, c'est-à-dire que de temps en temps, je suis sur les marchés CO2, donc ça, c'est mon côté trading. Et comme je suis dans une entreprise qui émet, je crois que j'ai à peu près coché toutes les bonnes cases de la journée. Donc j'ai la tâche d'ouvrir le débat, la table ronde. En tout cas, je vais tâcher de faire la transition entre la partie politique du sujet, après la présentation de Cécile, et peut-être avant de céder la parole aux industriels, de dresser un panorama intermédiaire, d'alimenter le débat en fixant bien les enjeux. Donc du côté de CDC Climat Recherche, effectivement, on a cette position un peu hybride à l'interface des communautés, puisque nous sommes régulièrement donc en dialogue avec les acteurs de régulation, évidemment la DGEC ici en France, la Commission européenne et d'autres gouvernements. Et puis nous sommes aussi en dialogue régulièrement avec les énergéticiens, les industriels, pour mieux appréhender aussi toutes leurs problématiques et voir comment cette réglementation dite de l'EU ETS, du marché du carbone, y répond. Dans ce cadre-là, nous sommes actifs sur le sujet de la réforme de l'EU ETS, en tout cas de la préparation de cette phase 4 à l'échéance 2030, depuis maintenant plusieurs mois, puisque nous avons lancé un programme de recherche, un groupe de travail en septembre dernier, et nous nous sommes attelés à examiner différentes propositions, différents éléments que la Commission européenne avait communiqués en janvier 2014. Certains des éléments ont été confirmés au Conseil européen d'octobre 2014, et nous sommes dans l'attente des propositions véritables de révision de cette directive dite EU ETS, donc a priori en septembre. Ce que tu nous disais, on ne sait pas. Alors, soit avant l'été, soit, en tout cas on entend les bruits de couloir, soit avant le 20 juillet, soit effectivement en septembre. On publiera à côté CDC Climat Recherche un rapport donc, sur l'analyse de la préparation de cette phase 4 en septembre. Et on aura l'occasion d'alimenter le débat, d'animer le débat même, et d'organiser une conférence sur le sujet pour présenter nos différentes recommandations auprès de la Commission européenne. Alors sur le sujet de la réforme de l'EU ETS, peut-être pour répondre à certaines propositions du chiffre, certaines interrogations que tu soulevais, Frédéric, il me semblait important, peut-être en introduction, de rappeler finalement pourquoi on faisait cette réforme de l'EU ETS, et en un mot aussi préciser que l'objectif final de cette politique publique n'est pas de fixer un prix, mais de donner des incitations économiques aux acteurs économiques, et que le prix n'est qu'une composante des incitations, et que l'équation est plus complexe et ne se limite pas simplement au prix. Et donc j'introduirai cette notion de coût aussi, le coût carbone, et j'y reviendrai. Donc pourquoi une réforme de l'EU ETS ? Donc avant de se placer du côté des solutions, oui, regardons peut-être les faiblesses auxquelles on cherche à répondre. Je valide entièrement tout ce que Cécile a présenté, et j'étends un petit peu la réflexion. Effectivement, je pense qu'une principale faiblesse que Frédéric et Cécile ont montré, c'est le manque de crédibilité sur le long terme de cette politique publique. Donc effectivement, une réforme complète doit répondre à cette question de la crédibilité en restaurant la rareté. Il n'y a pas photo, il faut effectivement augmenter l'objectif de réduction de long terme. Le deuxième point qui me semble important à intégrer dans cette réforme complète, c'est effectivement améliorer la prédictabilité des règles du fonctionnement de ce marché pour les opérateurs, et donc finalement restaurer la confiance dès lors qu'on n'a pas confiance dans tout son fonctionnement. On a bien vu que depuis 2011, s'est ouvert le sujet du backloading. Alors est-ce qu'on intervient, est-ce qu'on n'intervient pas, combien de quotas on retire, quand c'est qu'ils reviennent. Enfin voilà, un certain nombre d'éléments, d'événements, de discussions ont impacté la confiance dans le fonctionnement des règles du jeu. Et ça, c'est un point central pour les opérateurs contraints par cette politique.
Le troisième point qui me semble vraiment important, et c'est peut-être le chantier à ouvrir, et en tout cas le nouveau cheval de bataille, s'il en reste un dans ce sujet de la réforme, c'est l'atténuation, ou en tout cas la maîtrise des sources d'incertitude sur les coûts pour l'ensemble des opérateurs, et notamment l'industrie. Alors si on regarde les éléments qu'il y a sur la table aujourd'hui proposés par la Commission, on voit bien qu'on a un objectif de moins 43%, donc a priori ça répond bien au sujet de la crédibilité de long terme d'ici 2030. La MSR aujourd'hui en cours d'adoption, et d'ici l'été a priori elle sera adoptée, donne bien tous les éléments pour qu'on ait des règles du fonctionnement prédictibles. On voit bien comment elle va fonctionner, de manière automatique, avec des seuils, donc pas de surprise sur ce volet-là. Mais en revanche, sur la maîtrise des coûts, je pense qu'il y a tout un chantier à ouvrir. Et c'est bien là-dessus que nous, en tout cas, on va chercher à contribuer, sachant que le prix n'est qu'un indicateur de l'effort qui reste à faire d'ici l'échéance, l'effort de décarbonation. Mais ce n'est pas simplement sur le prix qu'il faut se focaliser, effectivement, qu'il faut regarder la facture intégrale de cette décarbonation, et la question des coûts est évidemment cruciale pour les opérateurs. Comment stimuler les incitations, comment stimuler l'action des industriels vers cette décarbonation, il nous semble effectivement que c'est sur ce volet des coûts qu'il faut bien agir. On va publier une étude prochainement sur justement ce sujet de l'allocation des quotas gratuits, du sujet de la compétitivité pour l'industrie d'ici la fin juin. Et quelques résultats pourraient être d'intérêt à alimenter notre débat ce matin. On a eu l'occasion de présenter en mars des résultats notamment à notre groupe de travail, donc notamment la DGEC et à Total. Et ce qu'on a tenté de faire, c'est à travers différents scénarios de montrer que si on prolonge les règles du jeu actuelles jusqu'en 2030, on voit bien que les dispositifs de définition des allocations de quotas gratuits, notamment, ne répondent pas du tout à cette question de réduire l'incertitude et maîtriser les coûts pour les acteurs. Donc, garder les règles du jeu identiques, les prolonger jusqu'en 2030, n'est pas du tout une voie souhaitable, efficace, pour inciter notamment l'industrie. Et du côté de CDC Climat Recherche, on appelle à une réforme aussi, non pas uniquement du côté des enchères, puisque la réserve de stabilité de marché est une action sur le volume des quotas à mettre aux enchères, et donc qui va cibler principalement le secteur de l'énergie et les industriels pour petite partie, mais que l'autre partie du gâteau concerne toute l'allocation gratuite qui vont être délivrées aux industriels, notamment ceux qui sont exposés à ces risques de fuite de carbone. Donc là, il y a tout un chantier de réflexion, et évidemment, on attend les propositions avec impatience de la Commission européenne pour véritablement lancer le débat. Mais des améliorations peuvent être introduites pour améliorer les incitations qui sont envoyées à ces industriels. On a testé dans cette étude qui sera publiée d'ici fin juin plusieurs scénarios, et notamment on appelle dans les recommandations à peut-être travailler sur cette liste des secteurs qui sont identifiés comme étant exposés au risque de fuite de carbone, avoir une allocation qui soit plus ciblée, qui soit plus graduelle, qui reflète mieux l'exposition des secteurs à ce risque de fuite de carbone, pour justement mieux différencier les secteurs et mieux les accompagner dans ce coût carbone. Peut-être un dernier point avant de vous donner une conclusion. Il me semble avoir peut-être évidemment tout dit. Donc en conclusion, le point que je souhaitais souligner, c'est qu'effectivement la réserve de stabilité de marché, qui est la première action de réforme structurelle, est une mesure nécessaire. Et effectivement, on soutient pleinement le vote à venir, on le souhaite, du Parlement et du Conseil pour sa mise en œuvre. Mais elle ne résoudra pas toutes les faiblesses des LULUCF. Évidemment, on a besoin d'avoir une crédibilité de long terme qui soit confirmée prochainement par un objectif de long terme. Mais on a aussi besoin d'avoir une atténuation efficace des risques de fuite de carbone, du coup pour l'industrie. Et la condition nécessaire, c'est évidemment l'importance du signal prix, mais ça ne sera pas suffisant. Donc il faut, à mon avis, avoir une réflexion plus large pour avoir une réforme plus complète, plus large que le simple facteur prix
qui n'est qu'un indicateur et qui ne doit pas être une finalité de toute l'action de cette politique publique. Voilà, merci. Et je passe la parole aux industriels pour... Alors oui, juste une précision. Donc c'est vrai que je le disais en introduction, on ne peut pas parler de tout sur un événement comme ça. Nous avons fait une intervention sur le coût du carbone et les risques de fuite à Carbone Expo il y a quelques jours. Et on peut effectivement passer la parole aux personnes qui n'ont pas parlé, qui sont avec nous à l'instant, à la fois sur la question du signal prix et sur ces questions de coût et de fuite carbone. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Donc bonjour à tous. Ça marche, oui. Je vais rebondir en fait sur ce que tu as dit, Émilie. Le fait que le signal prix du carbone est un élément, ce n'est à la fois qu'un élément, mais c'est un élément important. Donc j'en profite, c'est assez facile parce que j'en profite pour dire qu'il y a 2 semaines maintenant, Total, comme 6 compagnies pétrolières internationales, les CEO de ces compagnies ont signé un appel international à mettre un prix au carbone. Donc c'est quelque chose qui maintenant est bien ancré dans nos esprits, comme étant dans la boîte à outils de ce qu'on peut faire, un élément important, mais un élément. Cet appel, il a été fait, puisque le sujet de cette table ronde est sur l'Europe, il a été fait dans un contexte international. Pour des compagnies internationales comme nous, le fait d'avoir des politiques très différentes entre les régions du monde peut poser un problème. L'Europe, en termes d'émissions, surtout lorsqu'on parle de changement climatique, l'Europe, malgré tout, si on prend en compte ses émissions, elle se marginalise dans le contexte international, puisque d'à peine 10% des émissions mondiales, on va tomber sans doute autour de 6% vers 2030. Et donc l'Europe toute seule doit faire des efforts, mais elle ne doit pas être toute seule à faire ces efforts-là. Et nous, notre souci, et ce à quoi on veille, c'est à garder la compétitivité de nos sites industriels en Europe, et donc de faire attention au sujet qui a été aussi évoqué par Frédéric tout à l'heure, c'est les fuites de carbone. Dans un contexte où les allocations gratuites de quotas dans le marché européen se réduit, et c'est réduit de façon un peu... on ne s'y attendait pas vraiment, puisqu'il y a eu un mécanisme avec un nom barbare qui s'appelle le Cross-Sectoral Correction Factor, qui dès aujourd'hui réduit le montant des allocations gratuites que l'on pensait pouvoir obtenir dans le cadre des réglementations de l'EU ETS. Bon, dont acte. À 7 € la tonne, on survit. Si le prix devait monter beaucoup plus, c'est un élément qu'on doit prendre en compte et qui peut nous inquiéter. Lorsqu'on regarde la structure de l'ETS des industriels, 60% des émissions sont liées à de la génération électrique. Si je rajoute à ça la production de chaleur, on monte à 75-80%. Donc la partie industrie, elle est relativement petite par rapport à ça. Et qu'est-ce qui a beaucoup augmenté en Europe en termes d'émissions? C'est la génération électrique sur base charbon. Donc nous, on a des positions assez claires là-dessus. Certes, le prix du CO2 est un bon moyen pour abattre de la tonne de kilowattheure, enfin de la tonne de CO2 émise en même temps qu'on produit de l'énergie du kilowattheure, donc en génération électrique. Mais en même temps, ce prix du CO2, tant qu'un prix international ne sera pas en vigueur et que l'Europe ne sera pas toute seule à mettre un prix du CO2 important, ce prix du CO2 est un risque pour les activités industrielles. Donc, tant qu'on n'a pas ce prix du CO2 international, il y a d'autres, dans la boîte à outils, il y a d'autres outils qu'on peut utiliser. Et nous, on pense qu'il faut mettre des performance standards, c'est-à-dire des standards de performance en grammes, enfin, ou en tonnes de CO2 par mégawattheure dans la génération électrique. Et d'ailleurs, Frédéric a mentionné tout à l'heure qu'à 30 € la tonne, le Royaume-Uni fait déjà à peu près la même chose. C'est vrai,
mais il le fait spécifiquement sur le secteur de la génération électrique et pas du tout sur le secteur industriel. Donc, le 30 € la tonne, on a la même analyse, c'est-à-dire que si c'était un prix de réserve, ce serait certainement requalifié comme une taxe par un certain nombre d'États membres, et donc tout un tas d'ennuis juridiques, etc. Donc institutionnellement, aujourd'hui, ça paraît difficile. Donc nous, dans ce cadre-là, on s'inscrit plutôt sur des standards de performance en termes de génération électrique, surtout pour limiter, donc, encore une fois, le développement du charbon. Voilà, c'était un peu les... Après, je peux répondre à un certain nombre de questions, mais c'était un peu les éléments que je voulais faire passer et pour compléter ce qui a été dit aujourd'hui. Juste une demande de clarification. Donc un standard de performance carbone pour l'industrie, est-ce que ça veut dire qu'il sortirait de l'ETS ? Non, pas du tout. C'est-à-dire que nous, on souhaite pérenniser et avoir plus de visibilité sur les mécanismes de quotas gratuits tant que le même type de réglementation n'est pas en vigueur dans les autres pays limitrophes de l'Europe pour l'industrie. Si un jour il y avait le même politique, une politique équivalente dans le monde à celle qui est en Europe, après il n'y a plus de problème avec les risques de fuite de carbone. Tant qu'il n'y a pas des politiques équivalentes entre l'Europe et le reste du monde, on aura toujours ce problème. Et avec aujourd'hui, encore une fois, clairement, la vision, mais je crois que Cécile en a parlé, et puis Émilie aussi, que sur le long terme, cette portion de quotas gratuits qui est là pour justement gommer l'effet de fuite de carbone se réduit, et se réduit déjà aujourd'hui. Bon, je vais m'emparer du micro. Je t'en prie. Nous croyons au prix comme étant l'outil le plus simple pour que les boards, pour que les entreprises prennent des décisions. C'est une simplicité extraordinaire. Facile à comprendre. Plus facile que les performance standards vu de notre fenêtre pour nos activités. Et c'est pour ça que, comme un certain nombre d'autres entreprises, nous appelons au prix publiquement au travers de lettres signées avec du World Economic Forum, mon président au sommet Business and Climate Summit il y a 3 semaines à Paris, etc., etc. On y croit. On y croit à la fois parce que ça donne un signal de court terme, et là c'est des questions d'arbitrage dans les outils de production, mais on y croit aussi sur le long terme pour orienter les investissements, les développements technologiques, sachant que dans nos métiers qui sont donc ceux de la chimie, on regarde à chaque fois avec beaucoup d'acuité aussi bien ce qui est sur la production que les gains engendrés par nos produits. Il y a des études qui ont été faites qui disent qu'en gros, pour une tonne émise, sur les productions de chimie, il y a à peu près 4 à 5 tonnes émises après ça dans la consommation du produit. Une fois qu'il est mis en œuvre, etc., on parle des solutions liées autour du vitrage, de l'efficacité énergétique, etc., etc. Donc il y a une balance, il faut à la fois accélérer sur la réduction des émissions produites et aussi accélérer sur des développements technologiques ou de solutions qui permettent de continuer à réduire sur la consommation. Mes collègues ont parlé longuement tout à l'heure, je vais parvenir sur les problèmes qui ont commencé à être résolus sur le fonctionnement de l'ETS, qui est pour nous l'outil préféré, l'outil numéro 1 pour réduire les émissions de l'industrie et de l'énergie. Le problème de la cible de long terme, l'horizon 2030 a été réglé. La question de la gouvernance de l'offre, du supply et du surplus de l'offre existante aujourd'hui, je dirais le point est tranché, le choix a été fait en fonction d'un certain nombre de contraintes. On a parlé du problème de l'articulation de la vie à 28 États membres. Le choix a été tranché. D'autres systèmes, tu parlais tout à l'heure effectivement du système californien, ont pris un autre outil, mais ils sont dans un contexte très différent
dans lequel fondamentalement les réductions d'émissions en Californie sont d'abord drivées par d'autres politiques et l'ETS est juste le verrou à la fin qui permet de tenir un objectif d'émission. Dans ce cadre-là, ça générait un risque énorme. Les analystes ont des études là-dessus de fluctuation des prix, d'où le choix d'un prix de réserve d'enchères. Mais ce n'est qu'une conclusion à la suite de l'articulation d'un système. Aujourd'hui, l'Europe est sur un autre schéma dans lequel l'objectif est d'avoir l'ETS comme outil primaire de la réduction des émissions dans un certain nombre de secteurs, et donc dans ce cadre-là, ça ne légitime pas l'introduction l'utilisation d'un prix de réserve. Bon. Et puis, je vous l'ai dit, il y a des questions de contraintes politiques dans un espace à 28. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a un problème qui n'est pas encore résolu aujourd'hui, toujours dans le terme de la gouvernance, en tout cas sur lequel il y a matière à s'améliorer, c'est l'articulation des politiques climat et des politiques climat avec l'énergie. Il y a un gros travail à faire. En fait, c'est une des grandes difficultés qu'on a aujourd'hui, qu'un certain nombre d'efforts accélérés sur les renouvelables ont perturbé l'ETS. On fait des réductions finalement assez chères, avec l'effet que l'on connaît sur le prix de l'ETS. Bon, qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont des initiatives conduites par des États, pas toujours en coordination avec les 27 autres petits camarades. Donc là, il y a un gros effort de gouvernance qui sera à faire, qui n'est pas encore sur la table, enfin qui est connu, qui doit être fait, mais qui va être compliqué à résoudre et qui reste à l'agenda. Une fois qu'on a dit ça, l'ETS se pose la question de l'articulation entre l'ETS et le non-ETS. Quand je dis non-ETS, je pense, dans la suite de ce que disait Florent tout à l'heure, à l'articulation entre ce qui est en Europe et ce qui est hors d'Europe. Il y a pour ça effectivement des dispositifs d'évitement du coût pour les entreprises qui sont exposées à des questions de compétitivité internationale, comme la mienne, sur tous nos produits. Et il y a sûrement des améliorations à apporter au système qui aujourd'hui est à base actuellement de quotas gratuits et de crédits internationaux, des crédits internationaux ayant fondamentalement comme possibilité d'avoir des réductions d'émissions moins chères ailleurs. Aujourd'hui, la discussion va porter, semble-t-il, principalement dans les mois à venir sur l'utilisation ou l'attribution de quotas gratuits. C'est un outil. Je redis et je continuerai de redire qu'il y a deux autres outils. Le premier, les crédits internationaux, ça viendra peut-être dans le cadre de la négociation COP21, c'est un paramètre. Et puis le deuxième outil, sur lequel il faudra peut-être se pencher, enfin sur lequel il faudra certainement se pencher un jour, qui est l'ajustement aux frontières. Autrement dit, pour des entreprises qui ont juste un problème de concurrence proche, avec un territoire proche de l'Europe, et certains secteurs pourraient s'appliquer. Ça pourrait s'appliquer à certains secteurs très monoproduits, très simples. Ça ne s'applique pas du tout à la chimie qui est multiproduit et qui a un champ d'action mondial. Est-ce que c'est un élément de la solution? Je pense que la question reviendra à un moment sur la table, puisqu'on sait bien que d'un autre côté, distribuer des quotas gratuits, c'est un arbitrage pour les États entre de gestion de budget carbone et parfois aussi, pour dire les choses clairement, de budget économique. Deuxième articulation, ETS, non-ETS, il y a la proposition du Shift Project qui est d'utiliser des projets domestiques. Je pense que c'est une proposition sur laquelle il faut continuer de mettre sur la table, qu'aujourd'hui il y a peu d'audience, qu'il y avait peu d'audience au niveau européen jusqu'à il y a peu. Ça existait dans le cadre des projets Kyoto, mais il faut la mettre sur la table. C'est un outil d'articulation et de diffusion du prix dans des sphères où il n'y a pas de prix carbone. Ça a extrêmement bien marché. Je vous rappelle que c'est comme ça à peu près qu'on a vendu l'ETS aux Chinois. Ils ont compris quelle était l'efficacité du signal prix carbone. Ça peut aussi marcher dans le non-ETS européen. C'est un élément. L'autre élément, et il faudra y venir à un moment ou à un autre,
à mon sens, c'est l'extension du périmètre de l'ETS à de nouveaux secteurs. Je pense ici particulièrement au transport routier, qui aujourd'hui, que le Conseil européen n'a pas retenu dans les priorités pour 2020, en disant que, si je me souviens bien, que ça pourrait être optionnel pour les États qui en feraient la demande. À un moment ou un autre, la question reviendra sur la table, et c'est une question de mobilisation de la société, de diffusion du prix dans la société. Bon, mon dernier point, c'est que le prix, le marché ne réduit pas les tonnes. Ce qui réduit les tonnes, ce sont des actions qui sont le plus souvent à base de progrès technologiques. Et donc, si je rappelle ça, c'est parce que se pose aussi la question de l'innovation. Il y a effectivement eu des dispositifs d'innovation NER300 pendant la phase 2013-2020, dont tu nous rappelais que c'était 2 milliards d'euros. C'est bien 2 milliards d'euros, mais c'est du domaine de l'infinitésimal par rapport aux besoins dont on sait que... aux moyens dont on sait qu'il va falloir mobiliser pour trouver les solutions dont on aura besoin. Donc, la question de l'innovation, il faut la mettre au cœur, à iso-hauteur, si je puis dire, avec la question de la compétitivité, parce que c'est une des clés essentielles. On n'en parle pas encore beaucoup aujourd'hui, mais pour moi, c'est un élément absolument essentiel si on veut être crédible et continuer d'avoir des jobs en Europe. Merci beaucoup. Cécile, est-ce que tu veux... Oui, effectivement, parce que je me rends compte que j'ai peut-être pas forcément beaucoup réagi aux propositions du Shift. Effectivement, j'ai fait une présentation sur l'état des lieux des discussions et ce qui venait. Juste pour préciser un point, la France avait soutenu pendant un moment la possibilité au sein de l'Union européenne d'évaluer la faisabilité de la mise en place d'un prix minimum au carbone sur les enchères, donc un prix de réserve, avec une audition assez faible également. Donc il y a un moment où il faut aussi se mettre en ordre de bataille, et le sujet principal étant comment on rend plus résilient le marché carbone européen au choc de demande par les quantités. On a travaillé sur ce principe de quantité. Maintenant, quelques remarques sur ces principes de mécanisme de prix minimum et prix maximum. En gros, le principal problème qu'on voit avec l'instauration d'un prix minimum au carbone, surtout s'il est très haut, c'est que finalement, on va se retrouver dans une situation où on décorrèle complètement le niveau de prix du niveau de la trajectoire des émissions. Et du coup, à ce moment-là, on peut aussi facilement se retrouver dans une situation où à quoi ça sert d'avoir des quotas. Voilà, si le prix déclenche tout. Voilà, ça c'est le premier point. Par ailleurs, un deuxième point, c'est effectivement si on met un prix minimum plus haut que le prix actuel sur le marché. Je sais que c'est très technique comme sujet. On peut se retrouver assez facilement avec une situation de blocage du marché, c'est-à-dire que vous n'allez plus avoir d'échange sur le marché de quotas jusqu'à ce que le niveau du prix de marché atteigne le niveau qui a été fixé par la loi. Ce qui pose aussi des problèmes de liquidité sur le marché, de volatilité avec de forts chocs et de fortes demandes et de fortes ventes dès qu'on atteint le prix minimum, qui peuvent aussi mettre un peu à mal le fonctionnement d'un marché liquide, etc. etc. Alors il y a un autre point en fait que je voulais mentionner, c'est que vous abordiez les questions de prix plancher tels que mis en place au Royaume-Uni, etc. Oui, effectivement, en fait, ce n'est pas réellement des prix planchers, c'est des taxes additionnelles au prix du quota qui sont prévues 2 ans à l'avance. Donc concrètement, en termes de prévisibilité du niveau de prix, on n'est pas non plus sur une prévisibilité à 100%, vu qu'en fonction de la trajectoire qu'on avait prévue en N-2, on peut se retrouver avec une situation totalement différente au moment où cette fameuse taxe additionnelle rentre en œuvre. Donc le prix global du carbone n'est pas celui qu'on avait prévu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'à partir du moment où vous appliquez un prix supplémentaire sur une partie des secteurs dans un dispositif harmonisé au niveau de l'Union européenne, vous faites des réductions d'émissions supplémentaires. CDC Climat, je sais, avait travaillé là-dessus. C'était de l'ordre de 37 millions de tonnes, je crois.
Donc concrètement, vous déprimez la demande sur le reste du marché, donc ça contribue aussi à faire baisser le prix sur le marché de quotas. Enfin, ça se mord un peu la queue, quoi. Mais voilà, ça fait partie aussi des pistes à regarder plus près. En termes d'approfondissement de cette question du prix de réserve, si vous souhaitez aller effectivement plus avant avec ces propositions-là. Il y a un autre problème aussi avec cette question-là, c'est que concrètement, oui, effectivement, on a plein de marchés carbone dans le monde qui ont des prix de réserve, au premier rang desquels la Californie, le Québec, la Chine aussi, il y en a un gros paquet qui fonctionne avec des prix minimums. Mais généralement, un prix minimum ne vient pas tout seul. Il y a aussi la question du prix plafond. Concrètement, un prix plafond dur, on n'a plus d'intégrité environnementale du système. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les prix du marché atteignent le prix maximal, on fait tourner la planche à quota pour que le prix reste à ce niveau-là. C'est un prix plafond normal. C'est ça. Et c'est aussi une des craintes avec ces dispositifs de mécanismes de prix. Après, il y a d'autres solutions qui ont été mises en place, comme la californienne, où effectivement il y a une réserve de contrôle des coûts, où on met aux enchères des quotas. Mais j'attire aussi votre attention là-dessus, c'est que concrètement, les prix plafonds, entre guillemets, ils sont fixés à 35, 40 et 45 $. C'est-à-dire qu'on est en dessous du prix switch charbon-gaz. Donc ça pose aussi la question de la capacité à ces mécanismes de prix à réellement déclencher les réductions d'émissions. Donc même avec un mécanisme de prix, on se retrouve aussi un petit peu avec les mêmes problématiques que celles qu'on se pose sur le marché carbone européen. Et je voulais aussi attirer enfin l'attention. Le marché carbone européen n'est pas tout seul, ça a été dit en filigrane pendant toutes les discussions. À l'heure actuelle, on a 17 marchés carbone dans le monde qui couvrent alors 7% des émissions pour le moment, mais ça représente déjà 40% du PIB mondial. La Chine prévoit d'avoir son marché domestique entre 2016 et 2020, ce qui va augmenter sensiblement aussi la couverture des émissions et la couverture du PIB mondial. On n'est plus isolé sur cette question-là. Et j'ajouterais également qu'à mesure que les pays avancent sur ces questions de mise en place d'outils de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en fait, je pense qu'à terme, on se rend aussi compte que c'est peut-être pas si compliqué que ça de mettre en place des instruments économiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et tout ça peut aussi permettre d'avoir un accord international sur la lutte contre le changement climatique. Enfin, sur la question des fuites de carbone, peut-être pour préciser un peu la position française, nous, on est intéressés par toutes ces pistes d'allocation un peu plus dynamique, de quotas, etc., tout en préservant bien évidemment les incitations aux réductions d'émissions, mais en protégeant correctement contre le risque de fuite de carbone. Je rappelle aussi les conclusions du Conseil européen d'octobre qui soulignent que la quantité de quotas à mettre aux enchères ne doit pas diminuer en fait. Ce qu'il faut garder en tête à ce propos, c'est que les énergéticiens sont maintenant à 100% enchères. Donc c'est aussi important de garder un équilibre, vu que les énergéticiens, c'est aussi ce qui donne lieu, le prix de l'électricité, le contenu carbone de l'électricité donne aussi lieu au coût indirect. Et du coup, il y a vraiment un côté assez global à prendre en compte quand on considère les risques de fuite de carbone et la façon dont on va les améliorer, on l'espère encore plus pour la phase 4. Et bien évidemment, tout ce qui est financement de l'innovation, ça prépare aussi la compétitivité de demain. Et nous soutenons très fortement les mécanismes de fonds pour l'innovation, même si ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà ça. Un mot sur les projets domestiques, peut-être ? Ah oui, et les projets domestiques, bien évidemment. La France a toujours beaucoup soutenu la mise en place de projets domestiques, tout simplement parce que, comme mes collègues le rappelaient, ça permet aussi d'étendre le prix du carbone à d'autres secteurs qui ne sont pas couverts par le marché carbone européen. Maintenant, en fait, c'est plus une question, parce qu'on a vu dans le cadre, par exemple, du RGGI, qui a un mécanisme, c'est un marché carbone dans le nord-est des États-Unis qui a modifié un petit peu ses règles, mais au tout début, dès qu'on atteignait un seuil de prix, il donnait la possibilité de recourir à des crédits pour faire baisser la pression sur les prix. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y avait pas eu de projet dans le cadre du RGGI à cause de l'incertitude
liées à est-ce que oui ou non on atteindrait ce prix plafond. Et ma question, c'est si on met en place ce mécanisme de projet domestique uniquement à l'attention des secteurs qui sont exposés à un risque de fuite de carbone, est-ce qu'il n'y a pas un risque lié à l'incertitude pour les porteurs de projets de l'utilisation de ces crédits spécifiquement pour eux, de la demande réelle de ce type de crédit, et par ailleurs, comment on gère l'intégrité du plafond ETS avec ces crédits-là? Bien, merci beaucoup. Un petit mot de la position du Shift pour peut-être compléter ou préciser ce qui a été dit. Donc, alors effectivement, on a bien noté que le Carbon Price Floor est une taxe qui s'ajoute à l'ETS et qui ne concerne que l'énergie et que c'est un moyen incomplet, on en est bien d'accord, et que ça ne ressemble pas à proprement parler au prix de réserve que l'on propose. C'est face à l'obstacle, on se dit que plan B, c'est peut-être de proposer ça qui s'en rapprochait, mais des inconvénients et ça demande à être étudié, tout à fait. Je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Cécile, effectivement. Je reprends quelques points qui sont dans notre position paper et qui répondent à ces objections que nous avions identifiées, que nous avions traitées. Et je n'ai pas l'ambition de convaincre, je veux juste le rappeler. Donc effectivement, il y a eu une consultation publique de la Commission européenne en 2012 et qui envisageait l'option d'un encadrement explicite des prix sur le marché des quotas. Il nous semble que la façon dont la question était posée, voulez-vous d'un système d'encadrement des prix qui soit discrétionnaire et qui ne serait pas une bonne idée parce que ça aurait tous ces inconvénients-là, mais enfin si vous le voulez, vous pouvez le dire, nous paraissait un peu biaisé. Et d'ailleurs, dans les réponses, 244 réponses, nous les avons toutes lues, épluchées. On a trouvé une dizaine de réponses qui... à part Shell, qui je crois disait clairement que c'était une bonne idée, mais qui disait que peut-être ça mériterait d'être investigué, que ça vaudrait le coup peut-être de se poser la question, si je peux me permettre, Madame la Commission. Donc très très prudent, très politiquement correct. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu d'étude d'impact poussée de cette option. Ce serait peut-être à faire. Alors, est-ce qu'on ne dit pas que le prix devrait tout déclencher ? On pense que c'est un levier de plus qui pourrait être utile pour l'efficacité de ce marché. Mais effectivement, Philippe, c'est vrai que nous, on a dans l'idée que le prix peut déclencher des réductions d'émissions. Si on part dans l'idée que ce n'est pas lui qui les déclenche et que c'est une résultante, une variable d'ajustement, je comprends tout à fait qu'on ne soit pas sur les mêmes positions. Effectivement, il y aura des enchères invendues tant que le prix de marché ne rattrapera pas par la consommation de ces surplus le prix de réserve qui sera proposé. Tout ça demande du doigté. C'est pas une solution évidente qui résout. C'est pas une pilule miracle. On en est bien d'accord. Donc, tu le disais, Cécile, effectivement, on peut gérer un prix de réserve plancher avec un prix plafond qui respecte l'intégrité environnementale du dispositif. C'est le cas en Californie. Le prix du switch en Europe n'est pas compensé par le prix plafond en Californie, c'est vrai. Alors là, je renvoie avec ceux qui connaissent mieux que moi les prix du switch dans le reste du monde. Je ne suis pas sûr qu'en Californie, il y ait ce problème. Je crois qu'en RGGI, le prix naturel du gaz par rapport au charbon fait qu'il n'y a pas besoin de compenser le prix du switch. Le prix des combustibles fossiles suffit à consommer plus de gaz que de charbon, parce que nous, on a le problème inverse en Europe. Mais effectivement, je suis d'accord, c'est que c'est délicat et pas forcément prévisible d'indexer le prix du carbone sur le prix du switch. Et qu'est-ce qui se passe quand il s'inverse? Tu as raison. Donc il n'y a pas de solution simple et on ne prétend pas avoir une solution miracle. On espérait contribuer positivement au débat avec l'objectif de réduire les émissions en proposant des leviers de pilotage pour accélérer la réduction des émissions, qui est notre objectif et je crois commun à tous. Là-dessus, je n'ai pas de doute. Alors j'avais une question, puisque vous avez tous évoqué du bout des doigts la répartition des quotas gratuits, quotas payants, de l'allocation dynamique et du carbone performance standard. Donc peut-être, je ne sais pas si c'est bien clair pour tout le monde, mais alors je vais le dire tel que je l'ai compris, parce que c'est peut-être pas clair pour moi non plus. L'idée derrière un standard de performance carbone tout en restant dans l'ETS, ça veut dire que les industriels recevraient des quotas à hauteur de ce dont ils ont besoin en fonction de leur production. Et comme on est sous cap, eh bien c'est autant en moins pour les énergéticiens. Donc la première question que nous nous posons, c'est à long terme, quand les émissions industrielles arriveront à faire un squeeze complet des quotas pour les énergéticiens,
D'abord, comment on fait une énergie 100% bas carbone, puisque les énergéticiens du coup porteraient toute la contrainte. Et deuxièmement, quand ce carbone performance standard arrive en concurrence avec le cap, comment on fait? Est-ce qu'on prend l'option du Canada en disant c'est trop dur, on n'y arrive plus, on arrête l'ETS? Qu'est-ce qu'on fait à long terme avec cette évolution des émissions? Oui. Je voudrais juste répondre sur la deuxième partie de la question, en fait, mais sans préjuger de l'utilité de mettre en place des normes de performance en plus du marché carbone européen. Par contre, quand on prend le problème à l'envers, ce qu'on voit aux États-Unis avec les réglementations qui sont en train d'être mises en place par l'Agence de protection de l'environnement, qui met en place des normes de performance pour le secteur électrique, pour les installations existantes, puis bientôt pour les nouvelles, il y a des groupes d'États typiquement le Regional Greenhouse Gas Initiative, qui comptent bien se servir de leur marché carbone pour démontrer leur conformité aux normes fixées par l'Agence de protection de l'environnement. Je crois qu'il en va de même pour la Californie aussi. Et on voit des États commencer à se pencher sur la possibilité de mettre en place aussi un marché carbone pour répondre à ces normes de performance. Donc c'est juste pour dire que tout dépend dans quel sens on prend, etc. Mais voilà, on peut aussi voir ces choses-là. Donc c'est déjà fait sur le secteur de l'énergie, secteur électrique, comme disait Cécile, aux États-Unis. Et puis en Europe, dans ce marché européen du carbone, les benchmarks, qui sont finalement des niveaux d'intensité carbone cibles pour les secteurs industriels, donc ce sont des indicateurs qui permettent de calculer ces niveaux d'allocation gratuite, sont en quelque sorte des normes, des performances standards. Voilà, donc on a déjà ça du côté de l'industrie. Effectivement, ça pourrait être une solution de fixer également ces intensités carbone cibles pour les centrales de production électrique en Europe. Bon. Au-delà du choix des mots, je n'appelle pas les benchmarks un performance standard, parce que dans le sens où le benchmark, pour ceux qui pourraient ne pas savoir exactement ce dont il s'agit, ça définit le niveau de quota gratuit qu'une entreprise industrielle peut recevoir pour une tonne de production, une tonne de ses produits. Pour fabriquer une tonne de ses produits, à condition que cette entreprise fasse partie de la liste dite exposée aux fuites de carbone. Et donc, si les émissions de cette entreprise sont au-delà de ce niveau, elle doit à ce moment-là acheter des quotas pour la part excédentaire de ces émissions. Ce qui me fait juste rappeler aussi une chose, les industriels achètent aussi des quotas. Tous les industriels ne sont pas au niveau du benchmark, puisque le benchmark, c'est les 10% des meilleurs. Il y en a qui sont au-dessus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas... Même les meilleurs achètent des quotas, Philippe. Même les meilleurs peuvent avoir acheté des quotas, mais ça dépend. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas se dire, il y a la part des enchères, c'est la part des énergéticiens, et les industriels, c'est l'autre part. Ça, c'est une vision qui n'est pas la vision dynamique dans laquelle on est et dans laquelle on va être jusqu'en 2030. Une autre correction, peut-être, où j'ai dit tout à l'heure que le prix était le meilleur moyen de décider, mais j'ai dit que le prix ne réduisait pas les émissions. C'est ça. Il déclenche effectivement des investissements, mais le prix en tant que tel n'a jamais fait une réduction. Il faut faire autre chose. Le prix est un signal qui déclenche une action. C'est ça ce que je voulais dire, si ce n'était pas clair. Alors ensuite, comment est-ce qu'on peut accélérer les réductions? Je crois que la question, ce n'est pas d'accélérer les réductions. La question, c'est de se mettre en ordre de bataille pour tenir l'objectif qui est fixé, qui est les moins 43%, qui fait que certains ne feront pas tout à fait moins 43% et d'autres feront mieux que moins 43%, c'est le principe d'un marché. Et ce qu'il faut, c'est s'agir. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est se mettre en ordre de bataille pour organiser ça, pour se mettre dans la trajectoire la plus basse en coût. Et je reviens là-dessus, ça veut dire effectivement avoir une stabilité des règles une fois que la discussion sur la réforme ETS aura été faite et sortir de ce schéma qui est absolument insupportable où depuis 2012 on ne fait parler que d'une réforme sur une réforme sur une réforme sur une réforme année après année. Quand je dis que c'est insupportable, ça peut nous occuper, hein.
On peut continuer de parler comme ça pendant 15 ans. Par contre, ça fatigue un peu au niveau des boards et au niveau des prises de décision. Bon. Après ça, tu as évoqué un dernier point qui m'échappe, qui était comment gérer fondamentalement la question, le dilemme dans lequel on va être confronté et toute la difficulté de la discussion sur la réforme ETS qui va s'ouvrir, c'est le dilemme entre effectivement protéger par des quotas gratuits, qui est le schéma qui existe aujourd'hui, ceux qui doivent être protégés à hauteur de ceux qu'ils doivent être protégés, et puis un deuxième objectif que tu as rappelé, qui est de maintenir une certaine part mise aux enchères, avec la difficulté que si on tire la courbe très très loin, effectivement, on comprend bien que il va y avoir un conflit. Ça, c'est quand on la tire très très loin, très très loin. Alors, je pense qu'il ne faut pas être dogmatique sur le sujet. L'objectif, c'est d'avoir un système qui marche jusqu'à l'horizon 2030, tout en gardant en compte que les quotas gratuits ne sont que le deuxième meilleur choix. Le meilleur choix, ça reste des enchères pour tout le monde. Simplement, ça pose un petit problème pour ceux qui sont exposés à la concurrence internationale. Ça pose un petit problème d'emploi en Europe, d'activité en Europe, de développement en Europe. Donc, le recours à cet instrument aujourd'hui, si cet instrument un jour devient, je dirais, difficile à mettre en œuvre, et c'est peut-être après 2030 plutôt qu'avant, il y a des autres pistes que j'ai évoquées qui sont l'utilisation de quotas de crédits internationaux, qui sont éventuellement des mécanismes d'ajustement aux frontières, parce qu'à ce moment-là, on n'a plus besoin de quotas gratuits. Bon, il faudra voir quels sont les mécanismes à mettre en place. L'objectif restant d'avoir fondamentalement un alignement, une convergence des éléments dans les différents systèmes dans le monde, et là, on n'a plus besoin d'effacement du coût. Donc, la COP21 sera à ce titre-là un élément important en termes pour cadrer cette dimension internationale et voir comment on peut organiser le système ETS en tenant compte de l'ensemble de ces petites contraintes et paramètres jusqu'à l'horizon 2030. Combien de temps est-ce qu'il nous reste? 10-15 minutes peut-être. Si quelqu'un a des questions aux intervenants. Mathieu? Oui. Oui, rapidement une question, Mathieu Ozano du Shift Project. Rapidement une question assez candide qui s'adresse probablement prioritairement à Cécile Goubet. D'abord, la réforme, la Market Stability Reserve. Moi, ce que j'entends, et encore une fois, je suis extérieur et néophyte à ces questions-là, c'est que de l'avis général, elle ne suffira pas à faire émerger un prix prédictible et un prix suffisamment élevé à un horizon incertain qui serait situé vers 2023-2025. Autrement dit, en termes de budget carbone, vraisemblablement trop tard. Donc quand on est... comment est-ce que le gouvernement français se satisfait de cette situation? À votre échelle, comment vous voyez ça? Et comment on avance à partir de là? Est-ce que la réforme qui est en cours, on ne voit pas tellement... C'est pour ça qu'on pousse des solutions, la solution d'un prix plancher ou d'un prix de réserve, c'est qu'il nous semble que, telle qu'elle est engagée, la réforme de l'EU ETS ne suffira pas à faire émerger ce qu'on cherche, le but recherché, c'est-à-dire un prix du carbone suffisant pour déclencher les investissements. Donc, est-ce que vous êtes d'accord sur d'une part, est-ce que vous êtes d'accord sur ce constat par rapport à la MSR, et comment est-ce que on avance à partir de là, le cas échéant? Alors, il y avait une partie de la question qui était au gouvernement français, à laquelle je ne répondrai pas. Je laisserai Cécile si elle veut répondre. Il y avait deux éléments qui ont été exprimés, prix prédictible et prix insuffisamment élevé. Ça fait 10 ans que je suis dans les marchés, je vous ai dit, je suis dans les marchés, pas à plein temps, mais régulièrement. Je fais partie de ces gens qui ont des écrans avec des claviers Bloomberg de temps en temps. Et le prix, il est prédictible. Le prix, il est prédictible.
Après ça, les prédictions sont peut-être fausses, mais il est prédictible. Fondamentalement, ce que je veux dire par là, il y a un mécanisme de formation du prix qui est connu. Il est connu et on sait à peu près où le prix doit aller. Après ça, il y a des choses qui changent, l'activité qui change, des nouvelles règles, des nouvelles politiques qui sont mises en place, des prix floor dans tel pays, des mécanismes de renouvelables dans tel autre pays. Enfin bon, il y a un certain nombre de choses. Là, c'est un problème de gouvernance, c'est pas un problème de prix. C'est ça ce que je veux dire. D'accord ? Mais le prix, il est prédictible en fonction des impulsions politiques ou des impulsions économiques d'activités qui viennent. Et ça, on aura beau, même si j'extrapole, fixer un prix X, rien n'empêche que demain, les gouvernements décident de le changer pour telle ou telle raison, donc la prédictibilité, elle n'est pas meilleure. En général, les entreprises disent on préfère le système dans lequel le prix est formé par le marché plutôt qu'il est formé par un organisme politique dont on sait qu'il va changer le prix à un moment ou à un autre. Ensuite, sur le fait qu'il soit insuffisamment élevé ou suffisamment élevé. Je pense qu'à partir du moment où on a un cadre clair, un objectif à 2030, des règles claires de MSR avec leur effet, des règles claires quant aux quotas gratuits ou aux autres dispositifs, les entreprises vont planifier, vont faire leur job, elles vont planifier à 2030 et elles vont prendre des décisions, incluant des trajectoires de prix, qui n'est pas la trajectoire de prix, le prix de 2017, mais qui est où est-ce que je vais en 2025 et qu'est-ce que je vais prendre comme décision. Autrement dit, l'effet d'anticipation est très important dans ce jeu-là. C'est pour ça qu'on a besoin d'un cadre, c'est pour ça qu'on réclame ce cadre qui soit clair, qui soit défini. Et ensuite, on pourra mettre en place des politiques d'investissement, indépendamment du point de passage du prix en 2018 ou en 2020. Le point de passage du prix, il jouera que sur les arbitrages court terme. Est-ce que je fais tourner une centrale ceci? Est-ce que je fais tourner une centrale cela? Ce n'est qu'un petit paramètre par rapport au grand enjeu qui est fondamentalement la décision de l'investissement. Merci beaucoup pour cette question. Oui, effectivement, la question de prix prédictible et prix suffisamment élevé appelle nécessairement la question de quel est le bon niveau de prix. On a déjà touché à cette question plusieurs fois. La réponse est en fait qu'on ne sait pas quel est le bon niveau de prix exact pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés. Quand on regarde, alors après c'est toujours des analyses ex post de ce qui a pu se passer dans d'autres systèmes, mais concrètement quand on regarde le programme sur les pluies acides aux États-Unis, quand on regarde les coûts de conformité qui étaient prévus initialement par rapport aux coûts de conformité qui ont été réellement faits, c'était divisé par moitié. Donc en fait, la réalité, c'est qu'on ne sait pas vraiment quel est le bon niveau de prix pour déclencher toutes ces choses-là. On sait par contre qu'effectivement, on a un problème avec un niveau de prix, on a quand même atteint des niveaux de cotation en intraday à 2,83 €. Oui, on s'est vraiment très sérieusement inquiété. Voilà. Maintenant, il faut aussi garder en tête que les projections des analystes qui effectivement dépendent de beaucoup d'hypothèses en termes de croissance économique, d'impact de la réserve de stabilité sur les réductions d'émissions, d'impact des autres politiques sur les réductions d'émissions, etc. Il y a plein d'outils de simulation maintenant dont on peut servir pour avoir à peu près un niveau de prix donné. De ce qu'on a vu récemment dans les dernières projections de Thomson Reuters, on est autour de 15-20 € en 2020 et entre 30 et 40 € en 2030. Donc, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas suffisant? C'est aussi tout l'intérêt de mettre en place un système un mécanisme qui fonctionne par les quantités, c'est qu'en gros on fixe l'objectif environnemental et après c'est aux installations qui sont couvertes de faire leurs arbitrages et de choisir quand est-ce qu'elles réduisent et comment elles le réduisent. Il y a effectivement ces questions de réduction de court terme qui se font généralement par le switch. Après, il y a énormément de choses qui jouent tout simplement sur l'anticipation d'un prix croissant du carbone. Donc pour l'instant, a priori, les projections des analystes semblent dire que le prix du carbone va croître à horizon 2030. Est-ce que c'est suffisant pour déclencher ces décisions d'investissement ou non? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça donne un signal prix du carbone. Voilà. Je voudrais juste compléter en titre de
continuer à répondre avant la prochaine question. Je suis désolé de prendre la parole à ce moment-là, mais je voudrais rappeler pourquoi on est inquiet au Shift sur ces histoires de quantité versus les prix. Dans l'absolu, le système il est censé marcher, il y a un cap et tant qu'on respecte le cap, on est environnementalement correct, donc tout va bien. Ce qui nous inquiète, c'est pas ça, c'est que le prix, alors certes, il est prédictible, mais comme la météo, au-delà de 10 jours, les prévisions, elles valent ce qu'elles valent. Et donc, le jour où les entreprises se cognent dans le cap qui, entre-temps, aura descendu suffisamment pour qu'enfin, elles se cognent vraiment dans le cap. Ce jour-là, allez-y pour trouver un modèle qui va vous expliquer de combien le prix va exploser. Et le prix va exploser. Et à ce moment-là, on va dire, attendez, mais là, je mets 10 000 personnes au chômage, donc on débranche tout. C'est ça qui nous inquiète, c'est ça qui va se passer. Alors, il y a un effet boomerang, un effet élastique qui lâche. La réserve de stabilité du marché, elle joue aussi en ce sens, je veux dire, enfin, la raison... Si elle est bien implémentée, ouais. Voilà, sinon elle peut l'amplifier. Pardon ? Si elle est bien implémentée, sinon elle pourrait même l'amplifier. Oui. C'est-à-dire de faire baisser le prix du carbone, de mettre des choses de côté pour ensuite les redonner un peu plus tard, et puis une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus, et c'est à ce moment-là que ça explose, et c'est encore pire parce qu'on s'est encore moins préparé. Je pense que c'est une des raisons... Si elle est bien implémentée, par contre, elle liste tout ça et ça se passe bien. Voilà, on pourra discuter du design de la réserve de stabilité du marché après, mais concrètement, nous, en France, on a toujours soutenu cette proposition dans le sens où il est nécessaire pour nous de rendre le marché carbone européen résilient au choc. C'est-à-dire qu'en absorbant, en permettant à l'offre de fluctuer aussi en fonction de la demande, ça permet d'une certaine façon quand même de garantir que le niveau de contrainte ne se réduit pas comme peau de chagrin. Voilà. Et en ce sens-là, ça donne aussi la certitude aux acteurs du marché, dans le sens où on sait que l'offre de quotas ne sera pas totalement décorrélée de la demande. Voilà. Si je peux, je fais un petit commentaire. Aujourd'hui, on a le cadre réglementaire jusqu'en 2030. Si on regarde la roadmap européenne 2050, qui est donc la prolongation du trait dont parlait Philippe, le secteur qui décarbonise le plus, c'est finalement le secteur de la génération électrique. De 90 à 95% d'électricité décarbonée à cet horizon-là. Donc, effectivement, à un moment donné, je suis d'accord avec vous, il va y avoir une sorte de concurrence pour aller à la recherche des quotas. Mais cette concurrence, comment on va s'assurer que le secteur de la génération électrique, c'est lui qui, quand même, est en cost pass-through, donc c'est le consommateur final qui va encaisser ce prix du CO2, qui donc aussi a des effets vertueux sur l'efficacité énergétique, puisqu'on va isoler davantage, on va faire attention de ne pas gaspiller l'énergie. Mais donc, moi, je pense qu'il ne faut pas que les entreprises se retrouvent confrontées, les entreprises du secteur non-power se retrouvent confrontées à cette guerre à la recherche du dernier quota, quoi. Et c'est plutôt ça, de notre point de vue, qui va nous inquiéter, nous, industriels, non-power. D'où l'idée que le prix du CO2 n'est qu'un instrument parmi d'autres et que les standards de performance, il ne faut pas les laisser de côté. Standards de performance qui fonctionnent très bien dans le secteur du transport, puisque tu l'as aussi évoqué, Philippe. Dans le secteur du transport, on a aujourd'hui des grammes de CO2 par kilomètre parcouru pour les constructeurs lorsqu'ils sortent des nouvelles voitures. Et nous qui vendons du carburant, je peux vous assurer que c'est très efficace pour réduire les émissions du secteur du transport, qui n'est pas dans l'ETS, donc dans le non-ETS. Je voudrais faire quelques réflexions poil à gratter et finir par une question. La première réflexion poil à gratter, c'est qu'il n'existe pas d'obligation sérieuse sans casse. Je suis chef d'entreprise, pas au titre du Shift, au titre de Carbone 4. Si on n'a plus de quoi payer les cotisations au URSSAF, on finit à la barre du tribunal de commerce, on liquide Carbone 4, point barre. Si je construis dans un endroit où je ne suis pas censé construire, les bulldozers arrivent et cassent ce que j'ai fait. Donc il n'y a pas d'obligation sérieuse sans casse. Or, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un politiquement très correct sur la politique, ce n'est pas une critique contre le gouvernement français, dans la politique des quotas, qui consiste à dire finalement cette histoire de changement climatique, il faut qu'il y ait que des gagnants, donc il ne faut pas de casse. Donc l'idée que... or, c'est un leurre, c'est-à-dire jamais on fera un truc sérieux sans casse. Ça, c'est ma première réflexion. La deuxième, c'est pour avoir travaillé avec plus de 100 entreprises au sein de Carbone 4, il n'y a pas d'investissement sérieux sans prévisibilité du prix. Donc on peut se raconter tout ce qu'on veut.
Tous les patrons d'entreprise que je connais, ils font des calculs de retour sur investissement, et le retour sur investissement ne se fait pas avec un prix pas prévisible. Jamais personne dans la salle va décider d'habiter à Paris plutôt qu'à Chartres en fonction d'un loyer dont je ne sais pas l'année prochaine ce qu'il sera. Tiens, je vous dis que vous devez investir dans un logement, puis je ne vous dis pas combien vous allez payer le loyer dans 3 ans, c'est le marché qui décidera. Ça peut être 3 fois ce que vous payez aujourd'hui ou le tiers de ce que vous payez. Ça n'existe pas un système comme ça. Donc la raison pour laquelle on a mis ce projet en route au sein du Shift, c'est que, et en particulier dans le domaine des infrastructures où le pas de temps inférieur à la décennie est rarissime, ça n'existe pas d'avoir une décision lourde sans prévisibilité du prix. Après, on peut se raconter tout ce qu'on veut. Le marché seul sur les quantités ne fera. Et après, on rentre dans un cercle vicieux qui a été évoqué par Cédric. Comme c'est des investissements lourds et que je n'ai pas de sécurité, je ne les fais pas. Et après, je vais pleurnicher chez le politique en disant « Monsieur le politique, je n'ai pas pu faire les investissements lourds, donc si maintenant vous me collez la contrainte pour de vrai, ça veut dire que je ferme. » Comme le politique n'ose pas dire que vous allez fermer, en gros, le truc tourne en rond sans qu'on fasse rien. Donc, c'est exactement ce qui se passe en Europe depuis qu'on a... Donc, si on veut être sérieux, il faut un prix. Et si le problème est sérieux, il faut un prix sérieux, c'est-à-dire un prix qui fera de la casse. Voilà, c'était ça ma remarque. Exactement comme, encore une fois, il y a un niveau sérieux sur les cotisations retraite ou les cotisations URSSAF, et ça fait de la casse. Et on l'accepte parce qu'on considère que le bien-être collectif s'accommode de ce genre de truc. Voilà, donc ça c'était ma remarque pour la gratter. Après j'ai une question très précise. Est-ce que la déclaration qui vient d'être faite par les 6 majors, dont j'ai noté au passage qu'ils n'étaient qu'européens, sauf erreur de ma part, est-ce qu'elle est compatible avec la position du Shift? C'est-à-dire si demain matin la Commission mettait en œuvre la position du Shift qui consiste à dire on oublie les problèmes politiques que ça pose, la Pologne est contente, les Tchèques sont contents, etc., qui consiste à dire il y a un prix de réserve à 30 €, est-ce que M. Pouyanné considère que son souhait, son vœu est exaucé, ou est-ce que c'est pas ça qu'il a en tête? Ou est-ce que vous en savez rien? Je fais quand même un commentaire sur la première partie de la remarque. Si le problème est sérieux, c'est celui du changement climatique. Et lorsqu'on représente 6% des émissions mondiales en 2030, si on fait de la casse en Europe, certainement, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Voilà, mais il faudra en faire ailleurs. Et donc si on en fait ailleurs, ça voudra dire qu'on sera rentré dans une dynamique internationale où il n'y a pas que l'Europe qui fait cavalier seul, parce que même s'il y a des marchés carbone un peu partout dans le monde, la contrainte sur les entreprises n'est pas du tout la même. Donc facialement, oui, il y a des marchés carbone. Si je prends le marché carbone coréen, sud-coréen qui existe, la contrainte, enfin, la totalité des quotas sont donnés gratuitement et généreusement. Donc oui, il y a un marché carbone, mais la contrainte n'est pas du tout comparable à ce qui se fait en Europe. Donc si le problème, c'est le changement climatique, il faudra le traiter mondialement, globalement. Sinon, je ne vois pas... Si je suis un peu taquin, si vous voulez obtenir un switch de charbon vers gaz en Europe, vous vous fichez de savoir à quel prix est le quota en Corée. Oui. Alors, il y a le court terme et le long terme. Et à la deuxième partie de la question, elle est directement reliée à la première. C'est-à-dire que est-ce que demain matin on met un prix du carbone, la proposition du Shift Project sur la table? Je pense que ça va effectivement dans ce sens-là. Il faut toujours que ce soit progressif, graduel, que ça ne nous arrive pas du jour au lendemain. Je pense que ce serait un peu difficile à gérer par les équipes et par les sites industriels, mais je crois que clairement ça s'inscrit dans ce sens-là. Et encore une fois, avec le petit bémol, les deux petits bémols. Le premier, c'est le précédent, c'est-à-dire que, encore une fois, on parle bien globalement, on ne parle pas que de l'Europe toute seule. Et le deuxième petit bémol, c'est un recyclage de ce revenu du CO2 qui doit effectivement servir à alimenter l'économie. Mais normalement, c'est comme ça que ça doit être designé. C'est-à-dire que le recyclage des revenus du CO2 doit justement amortir cette casse dont vous parlez tout à l'heure. Bien, est-ce qu'il y a encore des réactions sur la table ronde ou pas? Allez, on va laisser Cécile conclure. Ouais, j'en ai juste une dernière quand même, c'est qu'on a tendance effectivement à taper un petit peu sur le TS parce que le prix est bas. Maintenant, effectivement, il faut quand même garder en tête que les émissions sur le périmètre ETS ont été beaucoup réduites, avec d'autres critères que purement l'incitation liée au prix du carbone. Mais il y a quand même, il y a l'OCDE qui a sorti, je crois que c'était en mars 2015, une revue de littérature où il y a une partie sur les réductions d'émissions qui sont liées au marché carbone européen et au signal prix qui en est. Concrètement, dans cette revue de littérature, il apparaissait quand même que certaines
entreprises qui sont couvertes par l'ETS par rapport à des entreprises du même secteur qui ne sont pas couvertes par l'ETS ont réduit à peu près de 28% leurs émissions. Donc c'est pas tout à fait... il y a effectivement cette question de signal-prix, mais on ne sait pas quel est exactement le bon signal-prix. Mais il ne faut pas non plus complètement taper sur le marché carbone européen comme s'il servait à rien, etc. Parce que ce n'est pas le cas. Il déclenche des réductions d'émissions. C'est l'outil principal pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. On prend les mesures nécessaires pour lui permettre d'être plus résilient au choc et d'envoyer un signal-prix. On prend aussi l'outil à bras-le-corps pour lui permettre de faire son job. Voilà. Peut-être un dernier point sur la dimension aussi de cette politique, qui est une politique communautaire européenne. Et justement, s'il y a trop de casse, on voit bien que le dilemme de la mise en place de cette politique, c'est d'arriver à avoir tout le monde à bord. À la fois l'industrie, à la fois le secteur de l'énergie. Et puis en Europe, on est quand même une trentaine de pays avec des contextes nationaux très différents, des considérations sociales, économiques aussi à considérer. Donc l'équation est complexe et pour la Commission européenne, d'arriver à mettre en place une politique. Voilà. Donc, limiter la casse, mais en tout cas, peut-être un point pour répondre aux positions du Shift aussi, éviter, je pense, la fragmentation du prix du carbone serait déjà un bon point à l'horizon 2030. Message reçu, donc d'accord, doigté, etc. Juste, Cécile, pour préciser, nous, on ne veut pas casser l'ETS. On a proposé de rajouter à tout ce qui est fait dessus, enfin de le garder, de rajouter à tout ce qui est fait dessus un prix de réserve sur les enchères. Concernant, il y a un point qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu évoques, c'est le fait d'attribuer des réductions d'émissions à l'ETS. Eh bien, la rapide revue de littérature que j'ai faite, y compris celle publiée par Émilie et par le London School of Economics, m'avait semblé être à la peine. Et l'exercice est manifestement difficile, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas généré, mais les réductions d'émissions que tu évoques sur les entreprises assujetties à l'ETS, ces entreprises sont aussi assujetties à la directive efficacité énergétique, aux directives énergie renouvelable, etc. Donc ce n'est pas parce que ces entreprises qui sont assujetties à l'ETS ont réduit leurs émissions que c'est l'ETS qui les a engendrées. Et à pas... mais donc ce serait très utile pour plaider pour l'ETS d'être en mesure tôt ou tard de pouvoir, quand on veut en faire la pierre angulaire de la politique européenne du climat, le moteur de la décarbonation de l'économie en Europe, de pouvoir dire de manière un peu étayée, oui, ça a engendré des réductions parce qu'on a anticipé, parce que le marché est une machine à anticiper, c'est vrai, et qu'il a anticipé un certain prix, etc., peu importe les causes, et de mettre un chiffre en face associé à un coût. Puisqu'on parle de coût-efficacité, qu'on puisse dire quel est le coût-efficacité de cette politique publique, ça serait intéressant dans le débat. Voilà. Bien, on vous remercie beaucoup, on remercie tous les intervenants de la table ronde.